Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau concept, parce que vous le savez peut-être pas, mais moi j'adore vraiment marcher le long de la plage. Euh, voilà, au bord de l'eau comme ça, je fais des allers-retours sur la plage, et donc je vais vous raconter une histoire que très très peu de personnes connaissent. C'est sur un bien, un immeuble que j'ai failli acheter à Châtillon avec un associé. Je vais vous raconter toute l'histoire. Alors il faut remonter en 2022 je crois. C'était au début d'année, quelque chose entre février et avril 2022. Je ne connais plus la date exacte, mais c'était par là. Et je rencontre un associé, un potentiel associé, qui est marchand de biens à Paris depuis plus de 30 ans. Donc quelqu'un qui est assez âgé et qui a un gros réseau. J'espère que le bruit des vagues ne va pas vous déranger, parce que je me constate qu'elles sont quand même pas mal bruyantes à côté de moi, mais bon, j'espère que le son sera bon quand même. Donc voilà, quelqu'un qui a un gros réseau et qui me dit bah voilà, si tu trouves des gros immeubles à diviser, bah on pourra peut-être faire une affaire ensemble. Donc moi je me mets à chercher, etc. Et il y a des chasseurs, des agents immobiliers que j'appelle, que je contacte pour acheter des immeubles pour les revendre à la déco. Et puis on me propose à un moment donné un immeuble à Châtillon, donc en petite couronne. De mémoire, il y avait 17 lots, donc 17 appartements. Et il y avait des combles qu'on pouvait aménager pour en faire, je crois, 2 ou 4 autres de mémoire. Et c'était un projet, alors j'avais fait le calcul à l'époque, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais c'était un projet qu'on pouvait revendre quelque chose comme, je sais plus moi, 16 millions, quelque chose comme ça, en euros, et qui coûterait, voilà, qui aurait coûté moins de 12 millions au total, en comptant le prix du bien, les frais de notaire, les travaux, les frais annexes, les frais bancaires, les frais financiers. Voilà, donc ça faisait une super marge. Et ça se trouve, je me trompe, ça se trouve c'était même plus que ça, peut-être plus que 16 millions les reventes, je me rappelle plus, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Et donc, ce que je fais, c'est que je dis ok, l'immeuble m'intéresse, etc. Il fallait évidemment faire vérifier, contre-vérifier les travaux par d'autres entreprises, parce que moi j'avais déjà des devis d'une entreprise. Et je voulais faire vérifier avec des gens que je connaissais, des gens qui avaient déjà fait des travaux dans mes immeubles, etc. Et à ce moment-là, moi ce que j'avais, c'est que j'avais uniquement acheté des immeubles en province, pas à Paris, même en petite couronne, même en Ile-de-France. J'avais acheté qu'en Provence. Du coup, les règles en fait n'étaient pas les mêmes, mais je ne le savais pas. Donc ce qui se passe, c'est que je fais une offre à l'agent immobilier et je lui dis, en fait je lui dis rien, je dis voilà l'offre. Dedans il y avait le prix d'acquisition et il y avait les conditions suspensives que je voulais ajouter à la future promesse de vente devant le notaire. Et il se trouve que je savais, l'agent immobilier m'avait dit qu'il y avait une autre personne qui voulait acheter l'immeuble. Et il a fait l'offre exactement au même prix que moi. Et il y a un détail que je ne savais pas, c'est que l'autre personne avait fait une offre sans condition suspensive de prêt. Alors vous allez me dire, ceux qui connaissent en tout cas, ils vont me dire oui, c'est normal. Les gros marchands de biens en Ile-de-France, ils font évidemment pas de conditions suspensives de prêt. Mais sauf que moi à l'époque je ne savais pas. Et j'étais encore relativement débutant dans le monde du marchand de biens, et encore plus à Paris, là où il y a des gros immeubles à plusieurs millions. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment le vendeur, il a accepté l'offre qui est sans conditions suspensives de prêt. Et moi j'avais l'habitude d'en mettre parce qu'en province en fait ça pose jamais de problème de mettre ces conditions suspensives là. Mais évidemment les marchands de biens qui ont l'habitude, ils en mettent pas. Donc les vendeurs ils ont accepté son offre et pas la mienne. Alors que moi je l'avais faite juste avant lui et au même prix. Et donc l'offre évidemment la mienne est refusée. Et mon potentiel associé qui est marchand de biens, il me dit mais pourquoi t'as mis une condition suspensive de prêt? Moi je peux avoir l'accord de prêt en 2 jours. C'est là, quoi? En même temps, moi à l'époque je ne sais pas, mais en gros ça faisait des années et des années qu'il travaillait avec certaines banques. Et puis il me dit voilà, moi en fait une fois que j'ai les chiffres, j'envoie les données à ma banque, il analyse et il dit oui ou non tout de suite. Et en fait, c'est là où on voit un énorme écart entre le monde professionnel de l'immobilier et le monde des particuliers. Parce que dans le monde des particuliers, dans l'immobilier, quand
bah voilà, on a une offre qui est acceptée, etc. On passe chez le notaire et qu'on envoie un dossier à la banque elle met au minimum, mais grand minimum 2 mois avant de sortir un vrai oui. Et quand je dis 2 mois, c'est vraiment, c'est très rapide. En général, c'est plus. Et là, il me disait, ouais, en 2 jours, tu peux avoir un oui, quoi, parce qu'ils ont déjà un référentiel, il a déjà fait des opérations avec eux, etc. Donc en fait, s'ils ont l'adresse, ils ont les chiffres, et ils voient que c'est cohérent par rapport au marché, bah, ils disent oui tout de suite, et du coup on peut directement dire, voilà, on a l'accord de la banque, c'est parti, quoi. Mais sauf que moi, je ne savais pas, j'avais pas ce détail-là. Donc voilà. Et le fait que, évidemment, dans les grosses villes où les prix sont élevés, et en fait, ça n'existe pas les gens qui font des offres avec conditions suspensives. Tout le monde fait des offres comptant. En tout cas, paiement comptant, paiement cash, on appelle ça comme on veut. Même si en réalité, ça c'est une subtilité que je vous conseille en négociation, c'est que tous les paiements sont comptants chez le notaire. Que ce soit par crédit immobilier ou pas, si vous le payez vraiment cash ou que vous le fassiez avec crédit bancaire, ça s'appelle quand même paiement comptant. Du point de vue, c'est juste du français quoi. Mais par contre, certains vendeurs ne connaissent pas cette subtilité. Et donc quand on dit on fait un paiement comptant chez le notaire, ils pensent qu'on fait un paiement cash, vraiment cash quoi. Mais bon, voilà, donc subtilité. Mais bon, à l'époque je ne savais pas le détail, ce détail-là par rapport au marché bien dont je vous ai parlé. Donc j'ai raté l'opération, juste avec une phrase en trop dans l'offre. Voilà, donc si ça peut servir de leçon aux personnes qui voudront faire des futures offres sur des gros biens immobiliers, je vous conseille de faire attention à comparer les marchés. Si vous faites des offres sur des biens dans des petites et moyennes villes, peut-être que ça n'aura aucun impact de mettre une condition suspensive de prêt. Mais si vous le faites dans des grosses villes, ça aura évidemment un impact. Et par rapport à la concurrence, vous pourrez du coup rater des biens, comme moi je l'ai fait. Et donc potentiellement rater des millions d'euros de bénéfices. Parce qu'on aurait pu s'associer. Vraiment, moi je m'étais mis d'accord avec ce marchand de biens là pour m'occuper de tout l'aspect opérationnel. C'est-à-dire gérer le projet, hormis évidemment le crédit, c'était lui qui allait le faire parce que c'est sa banque, mais gérer le crédit. Moi j'allais du coup gérer l'opération immobilière dans son ensemble, c'est-à-dire le contact avec les gens immobiliers, suivre les travaux avec les artisans, commercialiser les appartements, éventuellement les meubler si je voulais les meubler, etc. Enfin bref, tout ça quoi. Et donc j'allais forcément partager, on n'en est pas parlé en détail, mais forcément entre 40 et 50% des bénéfices de l'opération via une SEP ou quelque chose comme ça. Parce que l'opération elle est forcément se faire en SAS. Et donc je sais qu'on avait parlé de faire une SEP ensemble pour partager les bénéfices, mais bon. Donc potentiellement la moitié des bénéfices de l'opération j'allais les récupérer. Et j'ai pas pu le faire parce que j'ai raté l'opération et je m'en suis mordu les doigts juste pour une condition suspensive en trop. Donc voilà, c'était l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et j'en ai plein d'autres des histoires à raconter comme ça. Donc pas forcément à plusieurs millions non plus, mais des anecdotes en tout cas sur des détails qui peuvent parfois changer énormément de choses. Donc moi en tout cas c'était un plaisir de pouvoir raconter ça. J'ai vraiment ma vie privée dans le sens professionnel du terme, je l'ai jamais raconté, en tout cas à très peu de personnes, très peu de personnes savent ce genre d'histoire. Et je pense que ce que je vais faire c'est que je vais en raconter de plus en plus pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai pu vivre, quelle petite opération j'ai pu mener à bien ou pas à bien. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à la prochaine.